Si toi aussi tu te demandes c'est quoi un doctorat, tu es au bon endroit. Je suis Rony Abessidan, un doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et aujourd'hui, je vais t'aider dans tes recherches. Le doctorat, c'est un parcours flou, méconnu et peu valorisé en France. Il est temps de le démystifier. Avec thèse, antithèse, synthèse, le doctorat n'aura plus de secret pour toi. L'épisode va bientôt commencer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de thèse, antithèse, synthèse. Alors, je pense qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, de plus en plus de doctorants veulent se lancer dans le privé après leur thèse. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, il y a une pénurie de postes dans le secteur académique, je pense que ça, on est au courant. Et il y a aussi des jeunes chercheurs qui ont de plus en plus la volonté de travailler dans quelque chose de concret. Concret, c'est-à-dire quelque chose qui va avoir un impact sur la société de demain. Force est de constater qu'il y a quand même un problème pour tous ces jeunes docteurs qui veulent s'insérer dans le privé. D'un côté, peu d'entreprises valorisent le doctorat. C'est parce qu'en fait, ce parcours universitaire, quelque part, il est un peu flou auprès du grand public. Et donc, du coup, en fait, pour les recruteurs, parfois, le doctorat, c'est juste un master supplémentaire. D'un autre côté, les jeunes docteurs eux-mêmes ne savent pas forcément valoriser leurs atouts auprès des entreprises. En fait, on peut quasiment dire qu'il y a un quiproquo qui empêche les uns de comprendre les autres. Et ce qu'on va faire avec cet épisode, c'est de tenter de briser ce quiproquo. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous 4 invités. Et je vais, comme d'habitude, leur proposer de se présenter. Donc, on va commencer par la présentation de Kevin. Bonjour, merci encore de m'avoir invité dans ce podcast. Du coup, moi, je suis le DRH de chez Mindflow, une start-up dans la cybersécurité et l'automatisation. Et j'ai recruté des doctorants récemment, donc hyper content de pouvoir en parler. Du coup, tu veux dire plutôt des docteurs, j'imagine. Des docteurs. Des docteurs. Tu vois à quel point je suis un expert du domaine. Oui, je vois ça. Parfait. C'est super. Alors, du coup, maintenant, on peut passer à Marc. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc moi, c'est Marc Godard, je suis docteur en psychologie cognitive. J'ai été responsable recherche et développement pendant 3 ans à peu près dans une start-up où j'ai pu recruter moi aussi les docteurs. Et aujourd'hui, je suis fondateur de l'entreprise Become Better, qui consiste à aider, en tout cas guider les docteurs dans leur poursuite de carrière en entreprise et notamment les docteurs en SHS. Très bien. Maintenant, on peut passer à Delphine. Oui, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Donc, Delphine Caps, je suis docteur en biologie moléculaire et invitée aujourd'hui avec ma casquette Résalience PhD, donc une association avec une mission similaire, tout à fait en lien avec le thème, tant qu'à faire, sur l'accompagnement des docteurs en sciences de la vie vers le privé. Et voilà, sinon, en parallèle de ça, je pense qu'on en aura l'occasion d'en parler. Mon poste salarié, c'est consultante en financement de la recherche, depuis 4 ans environ. Super. Merci beaucoup pour cette précision, Delphine. Et enfin, nous allons passer à la présentation de Calvin. Bonjour. Alors, je te remercie aussi, Rony, de m'avoir invité. Je m'identifie parfaitement dans celui que tu décrivais, le doctorant qui galère un peu. Donc, je suis doctorant en fin de 3e année de thèse à l'Institut Jean Lamour. C'est un laboratoire de recherche en sciences de matériaux basé sur Nancy. Et vu que là, ma thèse tend vers sa fin, je suis en recherche active d'un emploi pour l'après-thèse, justement, et je suis particulièrement intéressé par des postes exclusivement hors recherche académique. Bon, j'en parlerai peut-être un peu plus pourquoi faire la suite. Voilà. Très bien. Merci pour la présentation, Calvin. Donc, je vais commencer l'épisode avec toi. Est-ce que déjà, tu pourrais juste nous présenter simplement ton doctorat? OK. Je pense qu'on est tous d'accord que l'un des plus grands défis industriels actuels, c'est stocker l'information, manipuler l'information, transmettre des grandes quantités d'informations et de manière ultra rapide, tout en limitant le coût énergétique, la pollution, limiter les déchets, aussi au cours des cycles de pollution, intégrer des matériaux recyclables. Donc, ma thèse, justement, s'est inscrite dans cette thématique-là. Parce que il existe des matériaux qui ont des propriétés assez particulières qui peuvent permettre d'atteindre cet objectif. Et du coup, au cours de ma thèse, j'étudie les propriétés électroniques de certains matériaux en particulier. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure ces matériaux-là peuvent être exploitables pour la mise sur pied et la miniaturisation de nouveaux dispositifs de stockage tout en respectant certaines normes.
En résumé, voilà de quoi parle un peu ma thèse. Et très bien. Donc là, c'est assez clair. On voit comment ça pourrait s'appliquer dans l'industrie. Maintenant, Ouais. toi, concrètement, quelles sont tes raisons de vouloir aller dans l'industrie? En fait, la question qu'il faut peut-être plutôt poser, c'est pourquoi je cherche un poste hors recherche académique. Ça rejoint un peu ce que tu disais. Parce que je pense qu'il est important de préciser que, voilà, le rêve, quand on commence une thèse, c'est de devenir peut-être chercheur ou enseignant-chercheur par la suite. Bon, après, ça dépend de chaque doctorant, mais la majorité, c'est ça. Et moi, l'idée, c'était de faire une thèse, faire un postdoc et plus tard, être recruté en tant que chercheur ou enseignant-chercheur. J'ai eu une expérience personnelle qui m'a fait réfléchir, en fait, au cours de ma deuxième année de thèse. Dans mon équipe, il y a eu un recrutement, en fait, d'un poste de maître de conférence. Et étant de l'équipe, justement, j'ai eu à suivre de près comment ça se passait. Déjà, pour la petite histoire, il y avait à peu près une vingtaine de candidatures, parmi lesquelles il y a eu cinq candidatures qui ont été retenues parce que le profil matchait plutôt bien avec le poste. Donc, parmi les profils, il y avait une dame dont le profil m'a particulièrement marqué parce qu'elle avait un doctorat depuis 2003. Et depuis, elle enchaîne postdoc sur postdoc. Donc là, sachant qu'en moyenne, c'est 300-400 par postdoc, elle était à peu près à 6 postdocs déjà. Et on parle de plusieurs postdocs dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Donc, malheureusement, elle n'a pas été retenue pour le poste, disons une fois de plus. Et vous vous en doutez bien, ce n'était pas sa première expérience. Donc, finalement, l'équipe a recruté un jeune docteur qui a à peu près 3 ans de postdoc. Et je tiens à préciser que justement, nous sommes une petite équipe au sein du laboratoire. Et on recrute à peu près un chercheur tous les 15 ans, disons. Donc, je pense que j'ai vraiment eu la chance déjà de pouvoir assister à cela. Et tout ça, finalement, a éveillé un peu ma curiosité. Et comme moi, je suis quelqu'un qui aime bien les chiffres, je suis allé très rapidement consulter un peu les stats. J'ai vu qu'en moyenne, il y a à peu près 14 000 nouveaux doctorants chaque année en France. Et que niveau recrutement, on parle de 1000 postes de maîtres de conférences et de 500 postes environ de chercheurs, que ce soit CNRS, CEA et tout. Donc, on parle à peu près un doctorat sur 10 qui sera recruté en tant que chercheur ou enseignant-chercheur. Donc, et ça, c'est sans compter les candidatures étrangères. Donc, moi, ce que j'ai tout simplement décidé de faire, c'est de ne pas aller contre les statistiques, d'où j'ai commencé à rechercher des postes hors recherche académique. En fait, merci déjà pour ce témoignage. Donc là, franchement, c'est ton histoire avec la personne qui a eu 6 postdocs et qui n'a pas été acceptée. Je suis d'accord. Waouh, c'est super. C'est assez choquant quand même. Voilà, Donc là, effectivement, ça témoigne, ça témoigne parfaitement de la pénurie de postes dans la recherche académique. Et en plus, tes stats, c'est magnifique. Bravo. Merci pour ces stats. Je t'en prie. Et donc, je m'a fait réfléchir. J'ai dit, putain, c'est chaud. Hein. mais du coup, là, concrètement, une fois que tu as remarqué ça, du coup, tu as commencé à Ouais, peut-être rechercher un ouais. emploi dans l'industrie. Sauf que donc là, concrètement, c'est ta dernière thèse. Tu recherches un emploi depuis combien de temps? Et comment ça se passe tout ça? Comme je te disais, l'expérience que j'ai eue là, c'était en deuxième année de thèse. Du coup, fin de deuxième année de thèse, j'étais décidé que j'allais pas faire justement de la recherche académique. Et j'ai commencé à analyser toutes les éventuels débouchés hors recherche académique, en fait. Donc, disons, c'est depuis fin de deuxième année de thèse, il y a à peu près un an. Ok, mais alors, et comment ça se passe? Du coup, est-ce que tu as eu des refus? T'as eu des histoires? Est-ce que tu peux nous raconter un peu des anecdotes par rapport à ça? Bah, Comme je disais, j'ai recensé, depuis la fin de la deuxième année de thèse, j'ai recensé les entreprises qui recherchent des profils PhD déjà dans mon domaine. Donc, j'avais fait une sorte de fichier Excel qui a plus de 200 lignes où je classais justement ces entreprises en fonction de l'activité. Est-ce que c'est une entreprise de R&D? Est-ce que c'est un pôle innovation? Est-ce que c'est un cabinet de conseil en valorisation de l'innovation? Bon, c'est particulièrement disons, thématiques-là qui m'intéressaient. Et ce n'est que récemment, en fait, depuis début juillet, oui, que j'ai commencé à postuler. Comment ça se passe? Je t'en doute bien que c'est hyper difficile. Disons, les débuts étaient vraiment difficiles parce que, voilà, là, on a quelqu'un qui a un profil purement académique. Je pense que j'ai eu à faire tous les erreurs possibles en tant que candidat qui est doctorant et qui souhaite se orienter vers l'industrie. Donc, j'ai essuyé énormément, mais alors énormément de refus. Et je tiens à préciser que les premières candidatures, je suis même pas allé jusqu'aux entretiens et généralement, c'était des refus automatiques. Je pense que c'est parce que aussi je me focalisais sur le nombre de candidatures et non sur la qualité des candidatures.
Et après avoir suivi quelques formations sur la valorisation du doctorat et ayant fait une sorte d'introspection, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était peut-être la ligne doctorat sur mon CV qui faisait tâche, voilà. Donc, pour prendre ta question, j'ai suivi énormément de refus. Ouais. Alors, d'ailleurs, c'est marrant que tu me parles de cette ligne de doctorat qui pourrait faire tâche dans ton CV. Parce qu'il y a eu une histoire comme ça, sur LinkedIn, j'ai vu, tu avais publié un post qui a fait, d'ailleurs, qui était assez relayé, dans lequel tu disais qu'en fait, tu avais réussi à avoir un poste, mais en gardant secret que tu avais fait un doctorat. Est-ce que tu pourrais nous en parler de ça? Ouais, en fait, justement, j'aimerais bien. Bah, étant donné que, justement, j'ai eu beaucoup de refus, ce que j'ai eu à faire, c'est discuter avec des personnes qui sont vraiment spécialisées dans le recrutement, des talent acquisiteurs, un truc du genre. Et après plusieurs analyses, après avoir discuté avec plusieurs personnes, ils m'ont fait comprendre que, bah, écoute, là, tu en te fais une thèse, non, oui, je réponds oui. Et l'une d'entre elles m'a fait comprendre que peut-être justement, c'était la ligne doctorat sur le CV. Et, bah, ce que j'ai tout simplement décidé de faire, c'est de lui faire confiance, c'est elle, la professionnelle. Bon, j'ai enlevé, la ligne doctorat sur mon CV et j'ai changé chargé de recherche de projet scientifique dans le domaine des sciences des matériaux. Donc, une variante, quoi, sans toutefois mettre le mot doctorat. Imaginez quoi, bah, ça a marché, en fait. Quand je dis ça a marché, c'est que, disons, 2, 3 jours après que j'ai modifié mon CV sur les différentes plateformes sur lesquelles je postulais, j'ai reçu des coups de fil des responsables des ressources humaines. J'ai débuté des procès pour des emplois que justement avant de candidater avec mon CV comme il a été modifié, bah je pouvais pas. Donc j'ai passé les procès d'entretien, ça s'est très bien passé. Donc bien sûr je jouais le jeu, hein. C'est doctorat. Parlez-moi un peu de votre projet, de votre poste actuel de chargé de projet scientifique. Bah j'expliquais un peu sans toutefois dire ouais je suis derrière la paillasse. Je parlais surtout des trucs que je faisais à côté. Donc, mais vraiment, j'étais très gêné d'avoir caché cela sur mon CV. Et il y a une des entreprises qui, une fois que je suis arrivé au bout du process, m'a proposé une promesse d'embauche. J'ai cogité, j'avais à peu près 1 ou 2 semaines pour venir au compte du projet, réfléchir. J'étais un peu gêné parce qu'au cours des entretiens, la dame qui était, elle s'appelle comment, la manager de l'équipe m'a fait comprendre qu'en toute honnêteté, bah, j'étais curieux, en fait, de savoir pourquoi ils n'occupent pas de PhD dans leur cabinet. C'était un petit cabinet, en fait. Elle m'a fait comprendre que, ouais, ça, c'est entre les lignes que j'ai lues, hein. C'est plus cher de payer un PhD, c'est plus difficile de manager un PhD. Et c'est pour ça que, voilà, il faut faire ne pas en recruter. Bah, je lui ai répondu, finalement, que non, je voulais pas le poste. Parce qu'effectivement, je fais un PhD et ça m'intéressait pas des postes pour lesquels on ne valorise pas cette expérience-là, en fait. Et c'est tout naturellement que j'ai commencé j'ai en parlé sur LinkedIn. Et je pense que c'était une très belle expérience en soi. J'ai reçu des retours positifs, des conseils, des retours d'expérience. Et je me suis rendu compte, en fait, je suis pas le seul, en fait. Il y a énormément de personnes. D'après les retours que j'ai eus, hein, je parle d'un post qui a fait plus de 200 000 vues dans énormément de retours assez diversifiés. Bien sûr, il y a des personnes qui me condamnaient d'avoir fait cela, mais en parallèle, voilà, les avis étaient vraiment mitigés, quoi. Super, écoute, donc déjà, moi je trouve que cette anecdote, elle est vraiment super marrante. Parce que tu vois, finalement, qu'en changeant le terme doctorat par chargé de mission scientifique, par exemple, et en expliquant tout ce que tu fais dans un doctorat, finalement, c'est comme si tu leur expliquais aux recruteurs qu'est-ce que tu as fait dans ton doctorat. Et Ouais. ça suffit pour leur donner envie de t'embaucher. Et par contre, si tu dis doctorat, il y a une étiquette qui se met, qui vient de dire, oh là là, il va être compliqué à manager, Ouais, il c'est va être ça. surqualifié, on va devoir le payer plus cher, ou là, il y a un problème. Et donc, du coup, c'est comme s'il y avait une sorte de biais qui venait t'éliminer directement parce que tu as écrit doctorat. Donc, Ouais. c'est super intéressant comme retour. Et donc là, actuellement, dans ta recherche d'emploi, tu en es où? Est-ce que tu as des questions dans ta façon de chercher un emploi? En fait, tout cela m'a permis de remettre les choses en question et d'affiner finalement ma candidature. En toute honnêteté, ce que j'ai fait par la suite, c'est de cesser de candidater, ou du moins de candidater très, très peu. Bah, j'ai adopté une autre stratégie qui consistait tout simplement
à communiquer sur la plateforme LinkedIn. Et vu que j'aime bien écrire de toute façon, d'ailleurs, je suis en train de finaliser la rédaction d'un manuscrit depuis de 150 pages. Donc, j'aime bien écrire, raconter ce que je fais et tout. Donc, j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn afin de dire, de sensibiliser sur la non-reconnaissance du doctorat et des compétences docteur qui, en toute honnêteté, c'est une réalité dans certaines entreprises. Bon, du coup, mes posts ont généré du trafic et continuent de générer du trafic et ça ramène vers moi des recruteurs ou alors des salariés qui sont dans certaines entreprises dans lesquelles que je vise justement. Et ces salariés-là, parfois, me demandent mon CV. D'ailleurs, je remercie d'être fine en passant. Je passe comme ça. Il y a un mot en entreprise qu'ils aiment bien utiliser. Parfois, c'est la cooptation, voilà. Donc, ça permet justement d'accéder à des postes à des offres qui sont off-market. Et je me suis rendu compte que justement, la plupart des offres, j'ai vu une statistique qui disait qu'il y a à peine 40% des offres qui sont publiées. Le reste, c'est en interne, en fait, que ça circule, donc de bouche à oreille. Et c'est ce genre de poste que je vise maintenant. Et ce trafic, ça me ramène justement la possibilité d'avoir accès à ces postes-là. Et ce qui est bien par rapport à des postes comme ça off-market, c'est que quand on te contacte, justement, on a déjà fait la première étape de présélection de ta candidature. Voilà, là, j'ai plusieurs process en cours. Bon, j'attends des réponses, mais j'ai encore aucune réelle réponse, voilà. Ok. En fait, là, si tu veux, c'est un peu comme si tu avais bypassé l'étape où où on lit le doctorat et on enlève le CV, quoi. T'étais après, quoi. Exactement, c'est ça, en fait. Et là, c'est des entreprises qui recrutent des profils PhD, en fait. Donc, c'est vraiment... D'accord. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, Calvin. On va certainement y revenir après avec les autres intervenants. Donc maintenant, j'aimerais passer à Kevin. Donc Kevin, toi, tu es recruteur. Donc est-ce que déjà tu pourrais faire un petit retour sur le témoignage de Calvin? Est-ce que pour toi, tu pourrais nous dire même qu'est-ce que c'est qu'un doctorat, tiens, en tant que recruteur? Comme tu le dis, la connaissance du monde privé sur le monde académique, elle est assez faible. Hein. Donc, tu m'as vu me tromper sur la terminologie tout à l'heure. Pour moi, c'est un monde qui est encore assez vague et dont je ne connais pas toutes les ramifications. Mais ce qui est hyper intéressant pour moi, c'est qu'un jeune docteur aujourd'hui c'est quelqu'un qui va être très fort en théorie, en hard skills qu'on va appeler. Donc, typiquement, nous, on recrute des data scientists. On sait que des gens qui ont fait des thèses en NLP, LLM, etc., c'est des gens qui sont allés très loin dans leur pratique, dans l'approche théorique, etc. Et du coup, en fait, on les voit presque comme on les voit presque comme des experts de leur domaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir aussi des gens qui sont très créatifs. Enfin, ils ont créé des choses à partir de rien. Quand tu fais ta thèse, tu suis pas des instructions, tu as un cadre, mais tu suis pas des instructions sur comment faire ce que tu dois faire. Et ça, c'est deux choses, du coup, cette créativité et cette connaissance technique très précise, qui sont des choses qui sont hyper, hyper intéressantes pour des jeunes startups. Et donc moi, c'est un peu ça mon approche aujourd'hui, c'est d'estimer en fait que c'est finalement des très bons profils. Et pour réagir sur ce que disait Calvin, je comprends pas ce qu'a pu te dire la personne en face de toi. Enfin, ta recruteuse, quand elle disait que un PhD, c'était cher, tu as quand même 2 ans où tu vas faire des bénéfices sur le recrutement que tu as fait d'un PhD avec le CIR, le crédit impôt recherche. Donc, pour les jeunes docteurs, c'est hyper avantageux. Et pour les startups, du coup, c'est recruter un jeune docteur qui a les deux qualités que je citais tout à l'heure, plus le fait que cette personne ne va rien coûter à l'entreprise pendant 2 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi, quoi. Donc, bien que je connaisse pas le quotidien d'un doctorant, je sais qu'une fois qu'il a terminé sa thèse, c'est quelqu'un qui est hyper intéressant pour le recrutement d'une startup, en tout cas.
Alors là, tu nous dis que tu connais pas le quotidien d'un doctorant. Ça, ok, on peut admettre. Mais est-ce que tu pourrais nous dire peut-être la journée type d'un docteur chez Mindflow? T'as une idée de ce qu'ils font exactement chez vous? Ouais, bah, nous, on a une brique logicielle, donc on a beaucoup de développeurs on a une quinzaine de développeurs qui travaillent sur notre outil. Et on a créé une équipe R&D dont l'objectif est de développer une IA pour faciliter encore plus. En fait, finalement, ce qu'on veut, c'est une interface ChatGPT qui va permettre après d'automatiser les instructions qu'on va donner à notre outil. Et donc, on a 3 jeunes docteurs qui travaillent là-dessus. Et donc, leur quotidien, il est entremêlé avec celui des développeurs. C'est-à-dire qu'ils font de la recherche, ils vont essayer de voir comment créer, quels sont les outils qu'ils vont sélectionner, etc. Et en même temps, ils s'intègrent directement dans l'outil qu'on est en train de développer. Donc, il y a aussi du développement par ailleurs. Et donc, leur quotidien, c'est celui de n'importe quelle autre personne dans l'équipe tech, quoi. C'est développer des features, développer le produit et faire en sorte que nos clients soient contents à la fin, quoi. Donc, c'est très concret. Ils vont travailler en sprint. Enfin, ouais, là, il y a toutes les logiques agiles, Scrum, qu'on va retrouver dans n'importe quelle équipe dev aujourd'hui en startup, quoi. Et j'imagine quand même qu'il y a peut-être une part d'innovation aussi de la part des chercheurs. Bah, finalement, c'est que l'innovation, tu vois. C'est l'innovation que tu vas appliquer concrètement sur un cas concret et que tu vas accélérer dans la partie rendue, on va dire. Ta thèse, tu dois la rendre sur 3 ans. Tu as des étapes clés à travers ça, mais en entreprise, c'est en fait toutes les 2 semaines, tu as un cycle de tests à faire, de recherche à développer, etc., et de théorie à valider. Et en fait, ça nous permet d'aller très vite et de sortir des résultats plus rapidement et d'avoir surtout, enfin voilà, une attente opérationnelle aussi qui est forte, quoi. Ouais. Alors là, tu soulignes un point important parce que on a déjà un peu vu ça dans l'épisode qui était juste avant sur le chercheur entrepreneur, où on disait que la temporalité, finalement, dans le monde académique n'a rien à voir avec la temporalité dans les entreprises. Puisque comme tu dis, voilà, une thèse c'est sur 3 ans, mais même un chercheur, quand il fait ses recherches, il prend son temps en général pour que ce soit la meilleure science possible à la fin. Mais dans l'entreprise, c'est pas la même chose, tu n'as pas les mêmes objectifs, et du coup, il faut plutôt réfléchir en semaine plutôt qu'en mois, par exemple. Ouais, tu dois réfléchir. En fait, tu dois. La thèse de ma perception, c'est réussir à créer quelque chose de presque parfait, de l'état de l'art, etc. Quand tu vas rentrer, et encore une fois, je dis toujours le mot startup parce que PME, une entreprise, etc., c'est des approches différentes. Mais en startup, ce que tu veux, c'est avoir le plus on va dire, ce qu'on appelle les shots on target, quoi. Donc, avoir lancé le plus de fois ton couteau sur une cible et pour avoir une chance de l'avoir mis une fois dedans, quoi. Et donc, ce qu'on veut, on veut pas construire quelque chose de parfait, on veut construire plein de petites choses qui, à terme, vont créer quelque chose de parfait. Donc, c'est très imparfait. C'est très, il faut juste que ça marche, en fait. Et pour pouvoir le tester auprès de nos utilisateurs, avoir des retours et se dire, ah, ok, bah maintenant, du coup, on va prendre telle et telle direction, ou le tester par rapport au logiciel et voir si ça s'intègre bien dedans et avoir une réponse, etc. Donc, c'est vraiment, c'est l'inverse, en fait, de la logique qu'on va avoir en test, quoi. Ouais, je vois. Parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup, enfin, en fait, c'est une idée d'itérer jusqu'à converger vers ce qui va convenir au client, quoi. Exactement. Ok. Et donc toi, vu que tu es recruteur, tu as dû avoir des docteurs qui sont venus vers toi pour se faire recruter. Est-ce que tu as l'impression que ces docteurs, ils ont bien valorisé leur doctorat dans leur CV, dans leur lettre de motivation? C'est C'est compliqué parce que généralement, alors la réponse rapide, c'est non. Pourquoi? Parce que ils ont souvent l'habitude de parler avec des gens sachants, qui les comprennent et qui arrivent à comprendre quelle est leur thèse, quel a été le niveau de difficulté, quels ont été les gros challenges, rien qu'en lisant l'intitulé de leur thèse. Moi, je suis incapable de faire ça. Je comprends pas la majorité des intitulés des thèses. Et donc, du coup, un des grands jeux que j'ai avec les doctorants, c'est de les aider
à simplifier et à me dire comment est-ce qu'ils en parlent à leurs amis ou leurs parents et m'aider à simplifier et que je puisse comprendre l'essence en fait de ce qu'ils ont pu faire, etc. Évidemment, après, il y a l'équipe technique qui passe après et qui a des discussions plus poussées, etc. Mais la première phase, c'est que tu vas toujours te retrouver face à quelqu'un qui comprend pas ce que tu as fait. Et donc, réussir à mettre en avant sa thèse, alors que la thèse, généralement, elle est assez académique et peu concrète pour des gens qui viennent pas du milieu. Ça dépend des thèses encore une fois, mais la majorité sont plutôt dans la recherche pure et dure que dans des cas d'usage très très précis. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes docteurs viennent chez nous, c'est qu'ils cherchent aussi des applications plus concrètes à ce qu'ils vont faire. Mais si je reviens sur le sujet, en fait, c'est toujours très difficile pour les jeunes docteurs de réussir à mettre en avant ce qu'ils ont pu faire et qu'est-ce qu'ils savent faire aussi. Ouais, alors, je vois très bien ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Par contre, moi, je pense qu'en termes de valorisation, par exemple, tu vois, il y a une différence entre une personne qui mettrait dans le CV le doctorat dans la case diplôme et qui en parlerait pas du tout, ou alors quelqu'un qui expliquerait juste, pas forcément le sujet de la thèse, en fait, même pas du tout le sujet de la thèse, juste, voilà, j'ai été à des conférences, j'ai donné des cours, j'ai été à tel événement qui a parlé de faire ça, tu vois, alors, en fait, rien que le fait de parler de l'expérience et pas forcément du sujet concret, parce que le sujet concret, voilà, tu pourrais toujours en parler avec des personnes qui savent, comme tu dis, dans l'entreprise, pour vérifier un peu, mais sinon, à part ça, moi, ce que je voulais dire par valoriser, c'était vraiment valoriser l'expérience du doctorat, quoi, pas forcément le sujet de la thèse de la personne. L'expérience de doctorat en elle-même, tu vois, elle est, je trouve qu'elle est liée à la thèse finalement. C'est-à-dire que tu peux, enfin, le fait d'avoir été à des conférences, d'avoir écrit des papiers, d'avoir fait de la recherche, etc. Tout ça, c'est des choses hyper intéressantes. Mais la question à la fin, c'est qu'est-ce que tu as produit dans ce temps-là, en fait. C'est quoi le résultat de 3 ans de thèse? Et ça diffère énormément entre les individus parce qu'il y a enfin, c'est la capacité d'apprentissage et les expériences que les gens ont eues, elle est très changeante, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai directement sauté sur le sujet du thème de la thèse en lui-même, quoi. Ouais, d'accord. Je pense que après ça dépend de où tu recrutes et qui tu recrutes, etc. Mais pour moi, en fait, ce qui est vraiment important, c'est ce que les gens ont fait plutôt que l'expérience au global, quoi, du thésard, quoi. Ok, c'est intéressant comme point de vue. Merci pour ce partage. Ok, maintenant je te propose de faire un petit jeu de rôle. Donc, imagine que je suis un doctorant, voilà, je veux bientôt soutenir et je suis en recherche d'emploi dans le privé. Est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils pour m'aider justement à trouver un emploi dans le privé? Il y a une chose que disait Calvin et qui est très vraie, c'est il faut faire de la qualité. Il vaut mieux postuler, prendre 30 minutes, 1 heure pour postuler chez quelqu'un, chez une entreprise une fois par jour, que d'envoyer 700 CV en 1 heure au début de la semaine et avec en fait un copier-coller de leitmotiv de motivation ou un CV qui est pas clair, etc., quoi. Donc je pense que la qualité, elle est hyper importante. Deuxième élément, c'est vraiment de valoriser le CIR, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant que les 2 premières années, le salaire est remboursé. Et même, enfin, il y a même 10 à 20%, enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais en fait, les gens, enfin, l'entreprise se fait du bénéfice sur ce recrutement, en fait. Elle gagne de l'argent. Donc, pendant 2 ans. Donc, c'est un avantage qui est exceptionnel, surtout pour des startups qui ont du coup 2 ans 2 ans pour une startup, c'est énorme dans sa durée de vie. Généralement ça équivaut à sa date de création, quoi. Donc c'est quelque chose d'hyper précieux. Et ensuite, c'est vraiment de réussir à simplifier la thèse et à résumer du coup les compétences clés qu'on a pu acquérir. Typiquement, si je reviens dans le sujet de la data science,
c'est de parler de la stack technique qu'on a utilisée, etc. Parce que finalement, moi, j'apprends en tant que recruteur, j'apprends un peu par cœur mon cours et je me dis, ah ok, il faut que l'individu il ait fait du PyTorch, potentiellement de la computer vision, parce que il a appris ça là-dedans. Et donc voilà. Et donc, si je vois pas ces mots-clés apparaître, je vais plus avoir tendance à me dire, ah ok, cette candidature elle est pas pertinente que l'inverse. Alors c'est marrant parce que le conseil de prendre le temps, du coup, de bien postuler et de faire de la qualité par rapport à la quantité, voilà, ça veut dire finalement faire comme en thèse et pas faire comme en entreprise, dans le sens où tout à l'heure tu disais, tu vois, en entreprise, en ITER, on envoie plein de shots. Et ben là, finalement, il faut rester dans l'idée de la thèse. Ok, prends ton temps et fais-le bien. Ouais, c'est ça. Et après, il faut aussi comprendre, je pense qu'il y a un vrai match entre. Généralement, quand on connaît pas le monde de l'entreprise, on va postuler à tous les groupes du CAC 40, etc., qui ont des process assez mécaniques sur lesquels, malheureusement, on peut pas trop avoir de retour sur sa candidature. Moi, j'irai chercher quand même alors, il y a plein de. Il y a plein d'endroits à regarder, hein, mais Pôle emploi, pour de vrai, sur Pôle emploi, il y a beaucoup d'offres pour des jeunes docteurs, parce que les gens savent plus où poster pour parler aux jeunes docteurs. Donc il y a quelques grands job boards qui existent. Vous pouvez trouver des offres sur LinkedIn, vous pouvez trouver des offres sur Welcome to the Jungle pour les startups. Mais la réalité, c'est que c'est assez compliqué pour les gens d'obtenir un très bon feedback sur les grands groupes. Donc moi, je conseille quand même de redescendre un peu sur des PME, sur des gens qui cherchent ou qui sont dans des industries très fortes. Enfin, typiquement, toutes les startups, elles ont une verticale métier, quoi. Donc il y en a, c'est l'assurance, il y en a, c'est la biochimie, l'agriculture, la data science, l'IA, etc. Et donc il y a toujours un moment où on a besoin d'avoir cet expert, cette personne qui est sachante, et ces boîtes-là, elles savent pas qu'elles ont besoin. C'est pas par défaut. En startup, on n'a aucune idée de ce que font les doctorants et on se dit qu'ils vont pas postuler chez nous quoi qu'il arrive. Donc avoir une démarche où on va chercher ces personnes-là, on leur montre qu'on est capable en tant que candidat d'avoir un impact sur leur spécialité, ça peut vraiment garantir d'être recruté beaucoup plus facilement. Et encore une fois, le CIR. Voilà. Merci pour ces conseils. Donc c'était vraiment des super informations. Je pense que ça va être très précieux pour notre audience. Là, je pense qu'on peut passer, par exemple, à Marc. Donc, Marc, toi, tu accompagnes des jeunes docteurs dans leur insertion dans la vie privée. Donc, ce qui est bien, c'est que tu accompagnes pas que des docteurs en sciences exactes, mais aussi des docteurs en SHS. Est-ce que déjà, tu pourrais te présenter rapidement au niveau de ton parcours jusqu'à maintenant, ton entreprise d'accompagnement, et après nous parler peut-être, faire un petit retour sur les témoignages que tu viens d'entendre? Du coup, je suis docteur en psychologie cognitive, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai obtenu ma thèse en mai 2021. Sur cette année 2020-2021, j'étais en consulting avec une entreprise que j'avais rencontrée dans le cadre d'un challenge doc. Et cette entreprise m'a embauché le lendemain de ma soutenance de thèse en CDI plein temps, en tant que responsable R&D. Dans cette entreprise, j'ai pu recruter mon équipe, j'ai fait les recrutements de différents profils, y compris des docteurs. Et donc, j'ai pu voir un peu quelles étaient les failles dans leur candidature qu'on a évoquées jusqu'ici. Puis, avec toujours l'idée de vouloir être entrepreneur moi-même, j'ai continué de me former, etc., jusqu'à arriver à Become Better, où j'ai mis à profit et je mets à profit tout ce que je sais, en tout cas la psycho, les étapes de recrutement, mes formations de management, pour pouvoir aider les docteurs à postuler en entreprise, et notamment les sciences humaines et sociales. Pour revenir sur les témoignages que j'ai pu entendre, je vais reprendre un des témoignages de Calvin par rapport au fait d'avoir dû, entre guillemets, mentir pour le doctorat. Alors, j'y vois deux aspects. Le premier qui est intéressant, c'est que le CV que tu as rendu est ce qu'on appelle un CV fonctionnel, ce qui veut dire que tu as transformé ton doctorat en un type de poste qui est existant en entreprise et qui est mieux compris de ton interlocuteur. Pour le coup, l'interlocuteur ne sait pas ce qu'est un docteur, et là, c'était un problème de culture d'entreprise. Donc, ce qui veut dire que cette entreprise, il ne faut pas y aller en tant que docteur, parce que tout simplement, ça ne convient pas. Voilà. C'est juste un choix à faire, et c'est pareil, il faut être capable de déterminer une culture d'entreprise avant d'y aller. Sur le deuxième aspect que j'ai pu voir, étant donné que j'ai été responsable R&D en start-up, je connais cette difficulté d'allier qualité et fonctionnel. Il y a une grosse différence entre les deux.
J'ai passé beaucoup de temps sur des projets et mes employeurs étaient stressés, même si pour le coup il y avait le CIR qui faisait un peu parachute, parce que l'intérêt d'une startup c'est de ne pas mourir. Dans un premier temps, en tout cas, il y a une peur qui se met en place et il y a l'envie d'être capable d'avoir un couteau qui touche sa cible. Donc c'est peut-être les difficultés qui peuvent être rencontrées, en tout cas vis-à-vis de la startup, pas avec d'autres types d'entreprises qui sont plus stables. Très bien. Et du coup, pour toi, pourquoi les jeunes docteurs, ils ont tant de mal à se valoriser en entreprise? Je pense que dans ton accompagnement, tu as pu observer déjà peut-être des points communs entre les docteurs qui font qu'il y a un problème dans la valorisation. Alors, je pense que la problématique vient du mot valoriser lui-même, qui n'est pas de la responsabilité du docteur, mais du système. Étant donné que dans les conventions, on s'arrête à ingénieur, un employeur ne sait pas ce qu'est un docteur. Donc, en fait, il peut tenter de valoriser quelque chose, crier je suis docteur ne servira à rien du tout. Il faut juste s'adapter à son interlocuteur dans un contexte qui actuellement ne permet pas au docteur d'être bien compris, en tout cas, surtout en France. C'est quand même le cas dans beaucoup de pays dans le monde, mais particulièrement en France. Il y a cette problématique-là. Et l'autre problématique vient de mauvaises habitudes qu'on prend en sciences. Et pour autant, on ne devrait pas les prendre puisque la science est censée être rendre ouvert d'esprit, où on a des petits combats, qui a raison, qui a tort, dans des théories, dans des méthodologies. Et on devient très binaire dans nos propres prises de décision. Ce qui fait qu'on est très peu dans la négociation, très peu dans un compromis ou une recherche de comment l'autre fonctionne, comment je fonctionne et comment on peut fonctionner ensemble. Et pour le coup, c'est cet aspect-là que j'ai pu retrouver, qui est bloquant. J'ai pu entendre beaucoup de critiques de le recruteur ne me comprend pas, les ingénieurs sont plus recrutés que moi et on les comprend parce que tout simplement, en fait, on a arrêté de comprendre notre interlocuteur qui lui-même ne nous comprend pas parce qu'il n'a pas les documents pour nous comprendre. Donc, ouais, je pense que la problématique dans la valorisation n'est pas tant dans valoriser le doctorat que de savoir communiquer. Ok, je vois. Mais en fait, par rapport à cette question aussi, vu que toi, tu accompagnes des docteurs en sciences humaines et sociales, étant donné qu'en France, quand même, les docteurs en sciences humaines et sociales, tu as toujours le stéréotype de personnes il y a toujours des personnes qui vont dire que ça sert à rien. Ça rajoute encore un biais par-dessus le fait que tu as fait un doctorat. Est-ce que toi, dans ton accompagnement pour les SHS, tu as remarqué justement que les docteurs en sciences humaines et sociales, ils ont vraiment bien plus de mal finalement à se faire recruter par rapport aux autres? Forcément, ma communication va attirer des gens en sciences humaines et sociales, mais j'ai pu attirer aussi des gens qui étaient en sciences dites dures. Et pour le coup, les problématiques sont similaires. La communication est toujours le problème. Pour certains cas, ça va être la communication orale, ce qui va arriver dans les étapes de recrutement, etc., savoir répondre aux questions. Mais pour des sciences dures, ça va être le cas d'envoyer une centaine de CV sans avoir de réponse, parce que tout simplement, on n'a pas appris à communiquer notre CV pour qu'il soit lu. Donc, je ne saurais pas dire si le fait de dire qu'une science humaine et sociale est moins importante impacte, parce que pour le coup, alors c'est quelque chose qu'il ne faut pas entretenir, mais la psychologie est dite la science la plus dure des sciences humaines et sociales. Étant donné qu'on n'a pas suivi la médecine, on est censé faire comme eux, et donc on rafle tous les financements au niveau académique. Quand je suis rentré en thèse, sur 10 financements régionaux, 8 étaient attribués à mon labo, sur toutes les sciences humaines et sociales. Donc, on a ce besoin d'être technique, mais on n'a pas les moyens. Donc, j'ai dû apprendre à coder, j'ai dû apprendre à coder en 3 langages informatiques, les statistiques, les maths, tout devait être dans mes mains. Et pour autant, c'est pas ce qui m'a permis d'entrer en entreprise, c'est pas la partie sciences dures, c'était vraiment ma capacité à prendre des responsabilités et à jouer du coup de toutes ces communications que j'ai appris, savoir communiquer à l'oral, etc., qui pour le coup, je pense peut être manquant chez les sciences dures par moment. On va être plus enfermé dans un fonctionnement technique et moins dans la communication avec autrui pour régler un problème. De ce que j'ai pu remarquer, ça reste aussi que mon expérience, je pense que c'est limité. Ok, très bien. Bah, déjà, merci pour ce témoignage, même si son expérience, c'est quand même intéressant. Et du coup, quand tu accompagnes les personnes dans leur recherche d'emploi, qu'est-ce que tu leur proposes de faire pour être plus efficace? Quelles idées tu as? Quels conseils tu peux leur donner? Ben déjà, j'ai tous mes outils, j'ai ma formation qui leur apprend à détecter leurs compétences, savoir les communiquer, qui sont 2 choses différentes. Ensuite, savoir faire son réseau, puisque souvent, je pense que le réseau est une partie qui peut être la plus importante au niveau du doctorat. Parce que quand on sort d'un doctorat, on a un niveau de responsabilité qui correspond à un niveau cadre ou cadre sup dans certaines entreprises, ce qui fait qu'en fait, on est bloqué. Notre CV va pas passer pour les petits postes, on va nous trouver trop compétents, les petits postes entre guillemets, les postes d'entrée. Mais pour les postes à responsabilité qui fonctionnent beaucoup plus avec cooptation,
ou en interne, on est coincé parce que ces postes, il faut savoir, je crois qu'il y a à peu près 2/3 des offres d'emploi qui sont obtenus par cooptation à ce niveau-là. Ce qui fait qu'il faut développer son réseau pour pouvoir être recommandé. Il faut être connu, en fait. Et il faut savoir, du coup, se faire valoriser par quelqu'un. Et puis après, il y a tout ce qui va être étape de recrutement et négociation salariale. Ça, c'est vraiment la partie technique. C'est une méthodologie, c'est une formation qui suit, ils ont une 30aine de vidéos. Mais il y a tout un accompagnement à côté où là, j'utilise plutôt la psycho. Et je les invite à briser des croyances. Briser des croyances qui sont peut-être liées à leur peur ou autres. Exemple récent, j'avais une accompagnée qui postulait sur un poste pour être formatrice, en tout cas gérer un programme de formation, et qui allait à son deuxième entretien où on lui demandait de faire un essai d'une formation de 30 minutes qu'elle aurait créée, comme si elle était évaluée. Elle prenait le rôle d'une élève, alors qu'elle était enseignée en tant que formatrice. Donc je leur apprends à prendre la bonne posture au bon moment et de pas laisser leur peur créer des situations dans lesquelles on va justement attiser le problème plutôt que de trouver une solution. Ok. Donc ça va, donc tu te parles du réseau, tu te parles de savoir communiquer, mais comment du coup, enfin, est-ce que tu pourrais être plus précis, nous dire comment on pourrait mieux communiquer, comment on pourrait se former notre réseau? Alors, je vais prendre la communication d'abord. Ce que j'ai appris en startup, c'est que le docteur a l'habitude d'expliquer comment il a fait son process, qui est intéressant pour l'entreprise, puisque ça lui permet de savoir s'il va être fonctionnel et si il va être capable aussi de manager d'autres personnes et leur faire comprendre comment ça fonctionne. Mais l'entreprise veut savoir à quoi ça sert. Et elle veut savoir comment elle va pouvoir, entre guillemets, faire de l'argent ou être valorisée à ce sujet-là. Ce qui fait que pour mieux communiquer, l'élément que je donne, c'est d'arrêter d'expliquer toute sa théorie pour arriver à un résultat. C'est de montrer le résultat et éventuellement d'expliquer après comment on y arrive. Parce que c'est ce que l'entreprise veut. Et d'ailleurs, tout start-upper qui va faire un pitch va commencer par vous voulez ça? Voilà comment je vais le faire. Et en thèse, on a tendance à faire l'inverse. J'ai fait tout ça et j'ai obtenu tel résultat, ce qui fait qu'en fait, on perd tout le monde. Personne ne comprend la méthodologie ou la partie scientifique qu'on est en train de mettre en place. Et je pense pas que ce soit le plus important. Ça, c'est après, c'est notre intérêt personnel en tant que chercheur pour dire, j'ai besoin de tant de moyens pour vous obtenir telle chose. Ça, c'est au niveau communication. Sur la partie réseau, il faut faire exactement ce que Calvin a proposé, c'est déjà de cibler des entreprises qui nous intéressent et ensuite de les filtrer par leur culture pour avoir un nombre un peu plus restreint que 200 et se retrouver du coup à suivre des personnes ou des entreprises qui nous intéressent à ce niveau-là et de commencer à les contacter, soit par le fait qu'elles ont posté sur LinkedIn ou qu'elles ont un article en particulier, de créer une relation avec ces gens-là. Donc, créer une relation humaine avant de créer une relation professionnelle. C'est comme si on va pas dans la rue en tapant, en demandant à quelqu'un donnez-moi un emploi en fait. On commence à communiquer avec cette personne, on voit si ça fonctionne comme dans un bar, et à un moment donné, il y a un intérêt qui va se créer. Et c'est plus un travail. Le réseau doit être une fin en soi, parce que peut-être que se connecter à quelqu'un aujourd'hui n'a pas d'impact, mais dans 3 ans, cette personne va peut-être penser à vous pour un poste, et elle vous fera évoluer votre carrière. Du coup, j'ai plusieurs commentaires par rapport à ce que tu viens de dire. Par rapport à la communication, en fait, c'est vrai qu'en thèse, on peut avoir, en tout cas même en début de thèse, on peut présenter les choses comme tu viens de le dire, c'est-à-dire on déroule tout ce qu'on a fait, puis après le résultat. Mais moi, je trouve qu'en conférence, justement, quand on présente, en fait, les meilleures présentations celles que je préfère, moi, c'est les personnes qui commencent par expliquer justement leurs résultats avant d'expliquer comment ils sont arrivés à ce résultat. Ça fait un effet de teasing. Non, mais je l'observe et en fait, pour moi, ça paraît parce qu'en fait, quand on t'explique pendant longtemps tout un truc, sauf qu'on sait jamais à quoi ça sert et que ça a toute sans qu'on sait à quoi ça sert, c'est un peu frustrant. Donc même au sein de la communauté scientifique, tu vois, même des fois dans les articles, quand tu lis les abstracts, des fois moi dans mes abstracts, maintenant je mets ce que j'ai découvert dans l'abstract et en fait ça donne envie après de voir comment je l'ai découvert, tu vois. Okay. Donc moi je pense que c'est quelque chose qu'on peut déjà adapter avant même finalement d'arriver à ce niveau de chercher un emploi dans l'industrie. Du coup, tu serais un très bon entrepreneur. Merci, on verra ça plus tard. Ensuite, par rapport au réseau, moi je pense qu'on sous-estime déjà le fait que quand on est en doctorat, on peut participer à plein d'événements extérieurs, à plein de formations, et qui vont nous amener à justement créer un réseau. Par exemple, moi, j'ai participé au doctorial, c'est un événement sur l'entrepreneuriat et le doctorat, et là-bas, il y avait des personnes, des intervenants, qui venaient nous expliquer un peu leur point de vue sur l'entrepreneuriat, sur différentes facettes de l'entrepreneuriat, et chacun était plus ou moins pertinent, et en vrai, du coup, avec chacun, j'ai un peu réussi à créer des relations. Et pareil, tous les doctorants qui étaient là, c'était des doctorants dans des domaines complètement différents du mien, ils m'ont tous apporté, et en fait, ils sont dans mon réseau, finalement, parce qu'on a vraiment créé un lien pendant cette semaine où on a découvert ça. Et des événements comme ça, il y en a plein, il y a des écoles d'été, il y a si jamais on va rester dans l'académique, aller dans une école d'été, ça permet de découvrir plein de personnes du même domaine que nous,
Et en fait, ça crée un réseau de futur, comme tu viens de le dire. Donc en fait, il y a vraiment plein d'opportunités en test de créer un réseau qui va bien plus loin que ce que tu viens de dire, je pense. Et puis même, en fait, je pense que les gens qui cherchent un emploi sous-estiment parfois, surtout peut-être les docteurs qui n'utilisent pas souvent LinkedIn, vous sous-estimez, je pense, le fait que sur LinkedIn, on peut plus ou moins parler assez simplement avec les recruteurs, avec les personnes, et ça, les gens ne le pensent pas forcément. Donc je pense que c'est intéressant du coup d'utiliser aussi LinkedIn comme petit pour réseauter un peu. Je suis d'accord. D'accord, très bien. Et du coup, moi, j'ai la question qui tue que je vais te poser maintenant. Est-ce que pour toi, les entreprises doivent faire un effort pour les jeunes chercheurs, ou alors c'est les jeunes chercheurs qui doivent faire un effort pour les entreprises? J'ai le droit de dire que je n'aime pas cette question. Je pense que on est dans une crise académique qui est liée à un système plus global. Je dirais des décisions politiques qui ont été prises il y a quelques années de réduire le nombre de postes en académique, mais de demander aux chercheurs de faire plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a recruté plus de doctorants. Et donc, on se retrouve avec plus de diplômés et moins de postes. Donc, on se retrouve avec des gens qui se retrouvent sans emploi, ou en tout cas pas prêts à être insérés dans ce monde-là. Donc, on a un problème qui nous tombe sur les bras. Et il y a une autre partie qui est que, il n'existe aucune convention dans laquelle le terme docteur est utilisé. Peut-être quelques-unes, mais en tout cas, pour les sciences humaines et sociales, non. Pour la plupart des conventions, moi, dans la convention Syntec, il n'y avait pas le terme de docteur. Donc, les deux personnes ne se comprennent pas. Donc, je pars du principe que du coup, l'effort doit venir des deux. Sans culpabiliser qui que ce soit, je pense que c'est des responsabilités à prendre. C'est de se responsabiliser, de savoir comment on peut s'insérer en entreprise, comment on peut le comprendre, et de faire des choix. Donc, si je dois venir du docteur, de faire des choix. Typiquement, d'être capable de détecter des cultures via du réseau, savoir comment l'entreprise fonctionne, est-ce qu'elle recrute des docteurs et comment elle les perçoit, avant potentiellement de se retrouver en entretien avec quelqu'un qui ne les aime absolument pas. Comme ça, on fait aussi un choix. C'est aussi à nous de choisir notre emploi et pas uniquement l'emploi de venir à nous. Et à l'inverse, je pense que certaines entreprises ont peut-être un peu de travail à faire là-dessus. Mais je pense pour le coup que ce serait pas un effort, parce que si l'entreprise a une culture qui ne veut pas de docteur, qu'elle y reste en fait, c'est pas grave. Mais elle sera dépassée pour toutes les entreprises qui vont changer et se rendre compte qu'un docteur c'est de l'innovation. Donc pour le coup, je dirais pas que l'entreprise doit faire un effort, parce que clairement c'est leur choix et je m'en fiche. Je suis très direct et honnête dans ce que je pense. Par contre, une entreprise qui veut innover, oui, devra faire un effort, comprendre ce qu'est un docteur, parce que lui laisser la possibilité de s'épanouir fera en sorte que l'entreprise sortira du lot. Ouais, je partage complètement ce point de vue parce que pour moi, en fait, dans la recherche, grâce à Docteur, on peut réussir à innover sur même le long terme, en fait, finalement. Et tout le temps qu'on prend pour innover, c'est tout le temps que nos concurrents n'ont pas par rapport à s'ils n'ont pas de pôle R&D, par exemple. Moi, j'estime aussi que pour innover, on peut pas se passer de la recherche. Bon, après, c'est votre point de vue. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Je sais pas si tu veux encore dire quelque chose, mais Non, ça c'est va, bon. merci. Alors, passons maintenant à Delphine. Du coup, Delphine, toi aussi, avec ton association, tu accompagnes des PhD, des docteurs dans l'insertion dans le privé. Alors, sauf que toi, tu es plus avec des PhD qui sont plutôt orientés life science, c'est-à-dire sciences de la vie. Est-ce que déjà, tu pourrais te présenter, présenter rapidement ton parcours jusqu'à la création de Résalliance et réexpliquer rapidement ce que c'est que Résalliance? Oui, avec plaisir. Alors, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, pour ma part, je suis docteur en biologie moléculaire. Je travaillais sur le paludisme à l'université de Strasbourg et j'ai fini ma thèse en 2016. J'avais pas de projet clairement défini. Rester dans la R&D, ça me plaisait bien, mais dans le public, ça a l'air compliqué. Dans le privé, pourquoi pas? J'essaie de postuler ou faire un truc qui n'a rien à voir. Enfin voilà, je suis intéressée par plein de choses et j'étais pas complètement focus R&D. Pour vous la faire courte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été 2 ans au chômage. Alors, il s'est passé plein de choses, hein. J'ai monté une auto-entreprise, j'ai fait pas mal d'enseignements dans ma spécialité, la biologie moléculaire. Mais voilà, le fait de survivre avec les aides, c'est dur pour la confiance en soi. On a parlé un petit peu, voilà, le côté mindset, et cetera. Je pense qu'il est vraiment clé dans tout ce qu'on raconte depuis le début et tout ce que vous nous avez partagé. Bref, après ces 2 ans où je postule, je galère, j'en ai été à faire des CV, sans doctorat et j'ai honte de vous le dire, puisque maintenant j'ai envie de brandir mon doctorat, fièrement, mais aussi clairement pour que les gens comprennent ce que c'est. Mais c'est terrible d'en arriver là. Bref. Ensuite, j'ai fait, 1 an, j'ai repris 1 an d'études. Donc c'est le master ingénierie des projets innovants. Pour la petite anecdote, c'est un master qui est dédié aux docteurs. Donc pour vous dire au point où on en est, on fait des formations pour les docteurs. Parfois, je trouve que c'est une excellente chose et parfois je le déplore. Bon bref. Donc c'est axé innovation, on en a parlé plusieurs fois.
Et donc, on nous apprend énormément de choses dans plein de domaines, les RH, la comptabilité, le financement de la recherche, l'entrepreneuriat, la gestion de projet, etc. Donc, très intéressant, mais ça ne nous forme pas à faire un métier. On doit quand même identifier nous-mêmes ce qu'on veut faire après. Et j'adore dire ça. Donc, aujourd'hui, je suis consultante en financement de la recherche. Donc, j'accompagne toutes ces sociétés, notamment qui déclarent le CIR, le crédit impôt recherche. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand j'ai eu des cours là-dessus, j'ai pas aimé et j'ai rien compris. Donc, si je peux faire passer un tout petit message en passant, c'est voilà, n'ayez pas d'a priori. Il y a des métiers qu'on connaît pas, où on a l'impression que ça nous inspire pas. Et en fait, en prenant le bon angle de vue pour parcourir des offres d'emploi, on peut faire des belles découvertes. Pour en venir à Résalliance PhD, donc on l'a créé en début 2021 et je rebondis sur tout ce que vous avez dit avant, c'est pratique. Le réseau et LinkedIn, mon réseau social préféré, c'est grâce à LinkedIn que Résalliance existe. En fait, c'est Asia Asrir, la présidente de l'association. Donc on se connaissait pas de base. En fait, elle a débarqué dans ma messagerie en disant « Ah Delphine, je vois que tu es docteur en biologie. Tu es consultante en financement, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Est-ce que tu serais d'accord pour faire une interview qu'on mettrait sur YouTube ?» Et voilà, moi ce que je veux faire, c'est plein d'interviews de plein de gens qui ont un doctorat en biologie, qui font des métiers autres que la recherche dans l'académique. Et j'ai dit oui, parce que ça résonnait complètement avec plein de choses que j'avais envie de raconter, de toutes mes galères de ma reprise d'études, mais sans savoir pour quel métier viser. Enfin voilà, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire passer. Et donc, de simples invités à son interview, on a fondé Résalliance ensemble finalement, parce qu'on est très bien entendus, et puis aussi avec un troisième complice, Alexis, qui lui travaille dans le privé aussi, dans le domaine commercial. Voilà, et pour quelques mots sur l'association Résalliance PhD, donc qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez compris, la naissance, c'était avec la chaîne YouTube pour toutes ces interviews. On doit en avoir 35 à peu près aujourd'hui, quasiment que des docteurs en sciences de la vie, biologie, biochimie. On a peut-être un ou deux chimistes qui se promènent, qui racontent leur parcours et décrivent leur métier. On a un podcast Résaïn qui est aussi sur YouTube, où on traite plein de questions. Je pense que c'est en synergie totale, Roni, avec ce que tu fais, thèse, antithèse, synthèse, ça se complète magnifiquement tout ça. Nous, avec Je suis ce d'accord. focus biologie, mais voilà, je te remercie. De rien. On fait des coachings individualisés, c'est en écho avec ce qui a déjà été dit tout à l'heure. On accompagne sur le réseau, le côté stratégique de recherche d'emploi, le travail CV, l'aide de motivation qui me fascine personnellement. On fait des simulations d'entretien d'embauche et tout ça, en fait, ce qui est très technico-technique, on peut faire des protocoles pour cette stratégie de recherche d'emploi quand on a bientôt ou qu'on a obtenu son doctorat en biologie ou son master, parce qu'on a aussi des masters qui se promènent chez nous. Mais tout ça est vecteur en fait d'aborder toutes ces questions de confiance, de mindset, d'attitude et d'état d'esprit qui a déjà été mentionné. On a fait aussi du mentorat, donc faire des binômes, un jeune chercheur qui cherche un emploi avec quelqu'un d'un peu plus expérimenté pour le conseiller, l'accompagner, l'encourager. Et pour finir, un petit groupe, ou un gros groupe, devrais-je dire, bio-PhD sur LinkedIn de partage d'emploi. Estampillé privé pour les docteurs en biologie, même si il y a des offres un peu connexes qui circulent sur ce groupe. Mais voilà tout ce qu'on fait. Nickel, c'était très précis. Alors d'ailleurs, je tiens à souligner que Asia, qui est une pro de la communication, je l'avais invité à un épisode de ce podcast. C'est un épisode avec Fred de Cette Passion Sorcier, d'ailleurs, sur la communication scientifique. Donc, tout à fait, elle te passe le bonjour d'ailleurs. Eh ben, écoute, je lui passe le bonjour aussi. C'était un épisode génial, j'ai adoré. Et donc, du coup, là, juste par rapport au témoignage précédent, est-ce que tu voulais aussi rebondir? Alors, tu as rebondi par rapport à la présentation de Résalliance, mais est-ce que tu veux rebondir sur tout ce qu'on a dit par rapport à des points que tu aurais notés? Alors, je prends plein de notes depuis tout à l'heure. J'ai 35 points sur lesquels rebondir, mais on n'aura pas assez de temps. Il faudra faire une synthèse, je pense. Oui. Non, mais l'esprit synthétique, on l'a. Alors, je prends un point au hasard. C'est pas forcément mon préféré, mais il m'a marqué. C'était Marc qui parlait d'un problème de communication, pour valoriser. J'ai compris qu'il n'aimait pas trop forcément ce terme. J'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai la même analyse que lui, mais je lui donne pas le même nom. Pour moi,
ce qu'il a appelé ce problème de communication. Moi, j'appelle ça un problème d'empathie, mais ça se rejoint. Je crois que c'est Kevin qui en parlait aussi tout à l'heure, le côté, voilà, si je présente ma thèse, je la présente pas de la même façon à quelqu'un qui fait la même chose que moi, voilà, un sujet similaire, à mon voisin, à mes parents, à quelqu'un qui fait de la science, mais dans un autre domaine, enfin bref. Donc l'idée, c'est de se mettre à la place de la personne à qui on parle pour utiliser les bons mots. Et donc, ça se répercute sur la communication. Tout ça prend son sens voilà, sur ces outils clés déjà évoqués, CV et lettre de motivation. Donc voilà, chez Risalien, c'est moi qui assure ces modules. Par où commencer? Donc oui, choisir les bons termes pour aller impacter, concerner les entreprises dans le privé. C'est vraiment la base. On ne peut pas débarquer, voilà, et dire je suis docteur et puis compter sur les gens pour faire la traduction, parce que malheureusement on en est au point où on a besoin de cette espèce de traduction par rapport aux ingénieurs. Voilà, donc ouais, se mettre à la place de la personne à qui on parle, c'est une des clés pour moi qui est super importante et que je distribue tant bien que mal, parce que j'ai l'impression que beaucoup ne l'ont pas. Le réseau, on répète ça dans tous les sens. Le réseau est important, et LinkedIn, ouais, pour moi c'est vraiment un réflexe. Je vais vous donner une anecdote. J'ai été invitée début d'année dernière pour faire voilà, une conférence sur l'après-thèse pour les biologistes, et je parle du réseau et je parle de LinkedIn, et je partage aux personnes à qui je suis en train de parler que toute ma vie, j'ai ajouté tous les gens que j'ai rencontrés, pour ceux qui sont connectés évidemment. Alors c'est pas un concours en soi, on s'en fiche, mais là aujourd'hui j'ai plus de 8000 personnes. Alors avec des personnes que j'ai pas rencontrées en physique, mais des rencontres virtuelles ne sont pas irréelles pour autant. Et en ressentant de là, j'ai dû parler, je sais pas, peut-être à 29 ou 30 personnes. Eh bien, j'attendais les 30 invitations sur LinkedIn, et pas du tout. Donc, il y a des petits réflexes comme ça, simples à prendre, voilà, que je voudrais que tout le monde ait. Donc, on s'efforce d'en parler, et puis de former toute personne qui veut construire sa carrière pour ça, parce que c'est vraiment clé. Intéressant d'ailleurs, je crois que c'est Marc qui disait le taux d'embauches qui sont réalisées par le bouche à oreille, finalement, plus que par des offres postées. Donc ça montre bien à quel point c'est important. Après, Ronnie, je ne sais pas si tu veux me lancer sur un sujet précis, j'en ai plein d'autres. Ouais, bah, écoute, pour l'instant, tu peux garder tes points pour le moment. À la fin, je pense qu'on va tous refaire un retour s'il y a des choses au chaud sous à le rajouter. coude. Voilà, c'est ça, garde-les au chaud. Donc oui, j'ai une question pour toi. Donc, étant donné toute ton expérience avec Résalliance, donc je pense que tu as accompagné peut-être un peu plus de personnes que Marc jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as des mauvaises pratiques qui se dégagent de la part du coup des jeunes chercheurs en biologie qui cherchent des emplois? La réponse est oui. Alors, les mauvaises pratiques. On va commencer par la base, et qui est pas si simple finalement, mais c'est ce côté confiance en soi. On a l'impression que le CV et la lettre, alors c'est en partie vrai, c'est des bons mots aux bons endroits, mais pour donner un peu plus de consistance à ça, en fait, quand je lis des CV et des lettres avant de faire mes coachings CV-lettres, des fois, en fait, ça se voit que la personne n'a pas confiance en elle, dans la façon d'écrire sa lettre, dans les termes qui sont choisis. Et voilà, donc je pense que travailler cette confiance en soi, elle aura après une répercussion vraiment positive sur les CV, les lettres, et puis forcément après les entretiens d'embauche, et puis dans plein d'autres domaines de la vie. Par exemple, je vois vraiment en direct des doctorants ou des docteurs, donc dans leur CV, voilà, qui s'accrochent à ce doctorat, vraiment le côté diplôme. Et parce que oui, mais j'ai eu un directeur de thèse, mais oui, mais j'ai été encadrée, mais oui, mais on m'a aidée. Alors oui, c'est très bien de reconnaître le travail d'équipe, mais il y a tellement de choses qui ont reposé quasiment uniquement sur les épaules de la personne. Il faut prendre confiance et essayer, en tout cas c'est mon point de vue, de se détacher de ce côté étudiant. Moi, je suis en train de parler avec mes mains parce que mais vous ne le voyez pas. Il faut se détacher de ça, et ce côté chargé de projet scientifique, chargé de projet R&D ou d'autres termes qui ont pu être cités par les personnes avant moi.
vont voilà, non seulement dégager un côté confiance et vraiment être plus perceptibles par les entreprises qu'on veut atteindre. Et encore une fois, c'est se mettre à la place de son interlocuteur. Donc il y a ce côté confiance, ce côté qui a déjà été dit, je vais le reformuler un peu avec mon propre angle de vue. Voilà, se détacher de la technique. On n'est pas là pour expliquer qu'on a travaillé sur la protéine, machin chose qui est présente dans telle partie de la cellule de blablabla. Oui, c'est super, mais concrètement, voilà, en quoi c'est intéressant? Est-ce que tu as organisé un projet, plusieurs projets? Comment tu as jonglé avec tout ça? Quelles étaient tes ressources? Il manquait, voilà, s'il manquait du matériel, est-ce que tu es allé le commander? Peut-être gérer un budget associé? Est-ce que tu as fait un partenariat avec le laboratoire d'à côté pour mobiliser des compétences ou du matériel en commun? Voilà, tu as fait de la veille. Hem En termes de communication, les communications orales, bon, en français, en anglais, ça semble basique pour les chercheurs, mais voilà, je sais pas après s'il y a eu des récompenses ou ce genre de choses, mais sinon à l'écrit, d'écrire un projet qui a duré 3 ans, parfois 4, en une demi-page, ou en 200 pages, on mobilise pas les mêmes compétences et tout ça, il faut pouvoir, l'expliciter dans un CV. Et alors on peut se faire aider, voilà, par Marc, par nous, par plein d'autres, personnes et même les amis en thèse. Donc vraiment prendre les choses en main et voilà, j'ai l'impression parfois chez certaines personnes, je suis désolée, ma réponse est interminable, mais la question était beaucoup trop bien remise. S'en remettre un peu à d'autres forces qu'elles-mêmes. Voilà, on va compter sur, «Ah ben j'espère que, voilà, mon CV sera le meilleur, que ci, que ça». Alors oui, évidemment, il y a une compétition quand on candidate, on le sait tous, mais vraiment donner le maximum, être proactif, ne rien laisser au hasard, rien, aucun mot, aucune ligne, aucune phrase, aucune mise en forme ou quoi de ces fameux CV lettres qui sont cette porte d'entrée ou qui peuvent l'être si on vient débarquer dans le LinkedIn de personnes et dire, «Bonjour, je vois que vous avez le même profil que moi, mais je comprends pas votre métier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer?» Un peu comme ce que Asia a fait avec moi, pas forcément pour viser mon métier, mais bon, la démarche pourrait être très similaire. Voilà, donc ce côté confiance, ce côté, proactivité, adapter sa communication comme on a déjà dit et c'est déjà un bon bloc. Ouais, OK, c'est pas mal, j'aime bien la réponse. En plus, du coup, tu nous donnes les mauvaises pratiques et comment les résoudre, donc c'est pas mal. Et donc du coup, alors ce qui est bien aussi, c'est que vous êtes spécialisé en quelque part dans les sciences de la vie. Bon, est-ce que tu penses qu'on pourrait peut-être généraliser un tout petit peu, avec les sciences exactes, en se posant la question: que peut-on valoriser particulièrement quand on fait une thèse en sciences exactes? Tu vois, Mmh mh. parce que je pense que les sciences exactes, du coup, c'est un peu plus technique. Est-ce que tu rajouterais quelque chose par le fait que les personnes qui viennent te voir ont une spécialité en biologie? Est-ce qu'il y a des compétences en plus tu vois, que tu voudrais mettre en avant par rapport à d'autres? Ouais, ouais, ouais. Alors c'est une bonne question. On est vraiment estampillés sciences de la vie parce qu'on est, tous les 3, voilà, docteurs en biologie, en biochimie et en oncologie respectivement et en fait, ce choix, il était, voilà, pour, apporter une certaine compréhension au niveau des postes précis. Si on part dans des choses type, recherche clinique, voilà, où il faut ce background biologie. Mais, ta question est intéressante, Ronnie, parce que, parfois dans les inscrits à nos événements, à nos Zooms et cetera, j'ai des gens, je me dis: «Mais tiens, comment ils sont arrivés là?» J'ai eu un docteur en histoire il y a pas longtemps, donc ça montre bien qu'il y a une énorme part de tout ce qu'on raconte qui est tout à fait transposable à d'autres disciplines. Voilà, même, en dehors des sciences dites dures. Je m'éparpille et je reviens à ta question. Donc c'était: qu'est-ce qu'on peut tirer de tous nos conseils plus largement qu'à la biologie? Pardon, c'était ça, Ronnie, Ah, que tu me c'était demandais? plutôt, est-ce qu'il y a des compétences, qu'on développe en sciences exactes pendant une thèse, Oui. qu'on pourrait particulièrement, mettre en avant parce que c'est des enfin voilà, on avait une méthodologie scientifique quelque part. Mmh. Oui, je vais rebondir avec, en fait, une partie de ma réponse de ta question précédente, par rapport côté gestion de projet. Alors je sais plus si j'aime bien ou si j'aime pas ce mot tellement que c'est fourre-tout, mais c'est pas forcément, voilà, qu'est-ce qu'on a fait exactement, mais comment on l'a fait. Ma façon de prononcer ma phrase est en totale contradiction avec ce qui a été dit tout à l'heure, mais je m'explique. Voilà, c'est pas, comment je montre que la protéine, elle fait ci, elle fait ça, mais c'est,
voilà, c'est la démarche scientifique. Par exemple, dire, bah voilà, j'ai eu des hypothèses, j'ai testé plein d'idées, soit qui venaient de ma petite tête, soit qui venaient de l'état de l'art. C'est vraiment les grandes lignes et les étapes. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant et pas dire aujourd'hui j'ai mis des cellules dans une boîte. Non, c'est vraiment prendre du recul. Et encore une fois, cette expérience d'exposer ce qu'on fait à quelqu'un qui n'y connaît rien. Alors, si on n'y arrive pas, faut d'autant plus faire l'exercice et se laisser guider par les questions de cette personne. Essayer de revenir à l'essentiel avec des mots compréhensibles par tous. J'ai une autre idée au fur et à mesure que je parle. En fait, c'est d'aller voir dans les offres d'emploi. Moi, j'aime beaucoup dire dans mes modules qu'il y a plein d'infos à aller piocher dans les offres d'emploi. Alors, l'idée n'est pas de recopier l'offre d'emploi dans son CV, hein, c'est pas ce que je dis, mais dans les offres, on voit ce que l'employeur il veut. Donc, aller voir les formulations, elles sont différentes avec d'autres mots, etc. Peut-être que ce qu'on a fait dans l'académique, mais en général, la totalité des lignes, on peut les cocher avec le doctorat. C'est ce que je disais tout à l'heure, du coup. Gérer des projets, des communications orales, écrites, tenir des deadlines, voilà, passer facilement et rapidement à de nouvelles choses, la capacité à apprendre. Voilà, alors après, je vais prendre un exemple, voilà, relation client. Parfois, voilà, par exemple, là, sur mon poste, j'ai une relation client, ce que je n'avais pas quand j'étais en thèse, mais mon aisance à l'oral, mon caractère sociable, et cetera, ça me sert. Il faut réussir à dénicher, voilà, ce que vous avez acquis en thèse et bien avant et en dehors du parcours universitaire, bien sûr, et comment ça peut venir alimenter chacun de ces points, de cette liste à puces, pardon, de l'offre d'emploi qui peut-être vous fait rêver. Donc je pense que l'offre d'emploi, c'est pas juste une annonce. Pour moi, ça peut vraiment être une source, un outil en tant que tel pour préparer sa candidature. C'est marrant, du coup, c'est un peu du rétro-engineering dans le sens où on va voir Exactement. l'offre d'emploi et on se dit, OK, donc c'est ce profil-là qu'il recherche. Est-ce que moi, je suis sur ce profil-là? Ah oui, c'est très intéressant, du coup, de valoriser ça comme ça. Effectivement. Donc, très bon conseil. Et du coup, maintenant, suite à ce conseil, moi, je vais te poser la question qui tue que j'ai posée à Marc, là. Est-ce que les entreprises doivent faire un effort pour les jeunes chercheurs ou alors les jeunes chercheurs doivent faire un effort pour les entreprises? Alors Marc n'a pas aimé cette question, mais moi je l'aime beaucoup. Dans les grandes lignes, je suis un peu d'accord avec lui, mais j'ai quand même envie de mettre vraiment l'accent sur c'est le jeune chercheur, le jeune docteur qui doit aussi donner de lui-même. Dans ma personnalité, dans la façon de voir les choses, je trouve que ça n'apporte rien de compter sur les autres. Compter sur les autres pour que quelque chose change, voilà, je pense qu'il faut incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. Bref, je pique des références. Je vais prendre mon propre exemple, c'est celui que je connais le mieux. Avec tout ce que j'ai galéré après ma thèse pour voilà, décrocher ce métier que je connaissais même pas, j'avais plein de choses à dire. Et j'aurais pu rester dans mon coin et me dire oh là là, mais si j'avais su, mais si on avait fait ci, mais c'est non, ça sert à rien. J'ai pris mon clavier et j'ai commencé à raconter ma vie sur LinkedIn et à ma vue, etc. Je pense qu'on a chacun notre rôle à jouer dans la bonne communication. Alors oui, peut-être que pour les ingénieurs c'est plus clair et tout, mais on s'en fiche de ça. Je pense qu'il faut vraiment se prendre en main. Et moi, je trouve ça intéressant qu'on soit chacun un peu missionné d'éclaircir tout ça, de mettre en avant ce dont on est capable et plutôt que de le déplorer. Enfin voilà, pour moi, ça n'avance pas à grand-chose. Et puis après, n'oublions pas que quand on candidate, on se vend. Moi, je parle de marketing dans le CV. Asia aime pas trop ça. D'ailleurs, c'est marrant, on n'est pas forcément d'accord en interne. Mais on passe notre vie à se vendre, à se faire valider par les autres. Et là, nous, en tant que candidats, on sait très bien qu'on n'est pas en position de force par rapport à l'employeur. C'est un peu comme un entrepreneur avec sa clientèle. Comment l'atteindre? Quelle attitude adopter? Quel mot choisir? Quel document visuel, c'est-à-dire CV et lettres dans ce cas-là, on va faire pour l'atteindre, comme une société choisirait une publicité pour attirer son client. Pour moi, c'est tout à fait en écho avec tout ça.
Et c'est pas au client de faire un effort pour acheter quelque chose. Il faut le convaincre, il faut le séduire, si tu me permets le verbe. Mais voilà, je pense qu'on a cette responsabilité, que ça peut être et que ça peut être chouette de l'endosser et de s'y coller. Et voilà. Alors après, si les entreprises pouvaient aussi écouter un peu ce qu'on raconte, ça ferait plaisir. C'est là que voilà, on n'est peut-être pas seul au monde non plus. Et sinon, je rebondis sur, je crois que c'est Marc qui disait ça tout à l'heure, quand il a dit, bah voilà, une entreprise qui veut pas de docteur, bah très bien qu'elle reste là, qu'elle reste dans son coin. Moi, j'appelle ça la sélection naturelle. Vous voulez pas de docteur pour une raison X ou Y qui serait a priori pas forcément recevable, bah très bien, ça fera une société en moins à étudier pour la recherche d'emploi et puis on va, voilà, ça nous enrichit vers les entreprises ouvertes d'esprit et qui, elles, auront eu la clairvoyance de comprendre les atouts qu'on a. Merci pour cette conclusion. Après, moi, je pense qu'en fait, je sais pas s'il y a tout le temps besoin de docteur dans l'entreprise. Je pense que ça va dépendre aussi de la nature. Ça dépend de l'entreprise, hein, bien Bien évidemment. sûr, Oui, bien oui. sûr. Voilà. Bon, voilà. Là, je pense qu'on arrive vers la fin de l'épisode. Peut-être avant de finir, moi, j'aimerais peut-être vous laisser la parole à tous les invités. Si vous voulez, je sais pas, rebondir sur ce qui a déjà, sur ce qui a été dit et que vous n'avez pas pu le faire avant. Donc, je sais pas s'il y a un invité qui voudrait parler maintenant. Ben, je veux bien enchaîner si voilà. Si tu veux enchaîner, oui, tu peux enchaîner. Après, vous pouvez même poser des questions. Alors, ça va être vraiment en vrac. Je reprends un petit peu mes notes. Je parlais de moi-même d'empathie tout à l'heure. Je sais pas exactement, voilà, très très précisément qui sait quoi, qui est au courant de quoi dans les personnes qui écoutent ton podcast Roni, mais personnellement, quand j'étais en thèse, si je me retrouve sur ton podcast et j'entends parler de cire, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, je voulais prendre à moins que tu aies dédié un podcast à ce Non, pas du sujet et tout, que pas tout du le tout. monde le sait. Non, tu peux en parler. Donc, pour préciser, je donne la définition du crédit impôt recherche et de ce dispositif jeune docteur qu'on a évoqué plusieurs fois, mais sans l'expliquer clairement. Dans notre podcast Reazaïn, ça doit être le numéro 14, donc c'est un podcast que j'ai fait toute seule pour décrire tout ça, puisque voilà, c'est en lien avec mon métier de consultante en financement, puisque j'accompagne mes clients à la déclaration de ce crédit impôt recherche, donc CIR, c'est l'acronyme. Donc en 2 mots, c'est un dispositif de l'État qui est incitatif à la recherche, donc ça vient soutenir financièrement les entreprises qui font de la recherche. En gros, on allège leurs impôts, un crédit d'impôt, voilà, on retranche des impôts, ou on leur fait un virement, voilà, c'est cadeau si elles ne payent pas d'impôts, de façon proportionnelle à leur projet de recherche. Donc ce projet de recherche, il est chiffré et cette aide représente 30% de ce chiffrage qui est annuel, de janvier à décembre de chaque année. Et il se trouve dans cette façon de calculer ce coût de projet et de calculer l'aide, c'est qu'on vient grossir artificiellement le coût d'un jeune docteur. Alors c'est quoi un jeune docteur ? Un jeune docteur, donc c'est exclusivement pour les PhD, hein. On oublie tout ce qui est médecin, etc., ça n'a rien à voir. Pour son premier CDI, durant les 24 mois de sa rémunération, en fait, les chiffres sont gonflés, donc on vient artificiellement augmenter ce coût de dépense et donc ça vient se répercuter sur cette aide. Et c'était Kevin, je crois, qui disait tout à l'heure que voilà, sur 24 mois, ce dispositif dure les 24 premiers mois du premier CDI du docteur, voilà, dans le domaine des recherches qu'il est en train de faire. On peut couvrir, alors dépasser, moi je n'irai pas jusque-là, mais je pars dans un détail un peu trop précis. En gros, on peut couvrir la rémunération. Donc la société doit quand même verser le salaire au docteur embauché, mais après, quelques mois ou quelques années après, selon de quelle société on parle, elle peut récupérer le salaire brut chargé de ce docteur durant 24 mois, donc c'est clé. Attention à, je crois que Kevin pourra peut-être rebondir d'ailleurs lui-même tout à l'heure, mais attention à comment on valorise ça, parce que j'ai eu en coaching des personnes, donc je vois dans les lettres de motivation un docteur qui écrit étant jeune docteur, vous pouvez bénéficier du CIR ou mon salaire est gratuit, enfin des phrases très 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 maladroites. Et attention, n'allez pas au casse-pipe avec une lettre pareille, parce que si la société
déclare du crédit impôt recherche depuis 10 ans, qu'elle connaît très bien le dispositif et qu'elle voit une phrase comme ça où on sent que la personne ne sait pas exactement ce que c'est, attention, voilà, prudence. Donc voilà, donc je voulais rebondir là-dessus. Après, je peux peut-être céder la parole à Kevin Marc, qu'on a moins entendu ces dernières minutes, puisque c'était mon tour. Moi, j'avais peut-être une petite question par rapport au si, en fait. C'est, est-ce que le fait de bénéficier de ce crédit d'impôt recherche-là pour l'entreprise ne devient pas finalement un moyen de défiscalisation, de dire, OK, je chope un doctorat parce que je vais payer moins d'impôts. Alors oui, c'est tout à fait ça. Alors ça peut être fait à bon escient. D'ailleurs, c'est intéressant ça. Donc le dispositif Jeune Docteur, il a été fait exprès parce qu'on se rendait compte qu'on avait du mal à embaucher des docteurs. Donc d'un côté, c'est chouette de nous aider, mais d'un autre côté, je trouve que c'est dommage qu'on ait besoin de ça. Bon, je vais fermer la parenthèse. Je ne sais pas si tu voulais partir dans cette direction-là, Calvin, mais ta question m'y fait penser. Donc ça peut être très bien fait de dire voilà, il est docteur, très bien, je l'embauche, etc. Il peut y avoir des dérives aussi à ce niveau-là de gens qui abusent du dispositif. Je ne sais pas si c'était là où tu voulais aller encore Oui, une fois. justement, c'est Mais le côté d'efficacité, oui, c'est le but. Ouais, c'est ça. Et du coup, par rapport toujours aussi, je voulais savoir, c'est à quel moment qu'on valorise la possibilité d'être recruté au travers du CIE? Est-ce que c'est quand on voit une offre qu'on postule et puis on mentionne cela dans la lettre, ou alors c'est pour des offres, comme je disais un peu, peut-être. D'accord. Alors, c'est une question super précise. Je sais pas si ça rentre encore dans le cadre du sujet de Rony aujourd'hui. Si, c'est bien. Ouais, d'accord. Donc encore une fois, il y a le RISAI numéro 14. À quel moment on parle de ça? Alors après, c'est vraiment un avis personnel, hein. Il y a d'autres personnes qui pourraient avoir un avis différent. Moi, j'en parlais qu'au niveau de l'entretien. Je trouve ça très bizarre. Alors dans le CV, dans le CV, on peut marquer clairement qu'on n'a pas encore signé de CDI, parce que si on a déjà eu un CDI après la thèse, voilà, ce statut ne peut pas être mis en place. Bon après, voilà, si vous présentez votre expérience professionnelle, si la dernière expérience professionnelle c'est la thèse, voilà, quelqu'un qui veut déclarer du crédit impôt recherche et l'optimiser grâce à l'embauche d'un jeune docteur, s'il voit ça, il va tout de suite y penser. Lettre de motivation, je suis vraiment pas pour. Pour moi, la lettre de motivation, c'est quand même plus montrer les compétences et en quoi la société elle aurait raison de vous embaucher et en quoi vous fourniriez un super travail sur ce poste. Pour moi, c'est ça l'objet de la lettre. Mais parler dans la lettre d'une optimisation fiscale de la société, je trouve ça bizarre. Voilà, moi j'en parlerai éventuellement au niveau de l'entretien, où là ça peut vraiment vous mettre en avant de dire ah tiens, c'est un docteur, il était dans l'académique, mais le crédit impôt recherche déjà il sait ce que c'est. On est très 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 nombreux, je pense, sortis de thèse à n'avoir aucune idée de ce que c'est. Donc ça montre qu'on s'intéresse à la vie des entreprises privées d'une part, de leur vie financière d'autre part, et de l'intérêt du docteur dans tout ça. Donc je pense que ça envoie un très très bon signe. Et que donc poser la question, moi je poserais vraiment une question ouverte en entretien, de dire est-ce que vous déclarez du crédit impôt recherche? Et là ça ouvre la discussion de dire ah oui on en fait, et puis là ça devrait s'enchaîner sur cette histoire de statut jeune docteur, et voilà, petite cerise sur le gâteau au niveau financier pour la boîte. Mais voilà, moi c'est pas le cœur du sujet. Ou la société n'en déclare pas, si elle sait pas ce que c'est. Là, il faut pouvoir l'expliquer, parce qu'il y a encore des sociétés qui font la recherche aujourd'hui qui ne connaissent pas. Franchement, si vous faites découvrir ce dispositif en entretien d'embauche, en plus en présentant l'atout du jeune docteur, pour moi, c'est tout bénef. Mais voilà, de mon point de vue à moi, ce serait ça le bon moment. Si je peux réagir aussi là-dessus, sur sur la vision recruteur. De toute façon, le recrutement, c'est très personnel. Enfin, chacun va valoriser des choses différentes. Moi, par exemple, ça me choque pas du tout d'avoir quelqu'un qui m'envoie une lettre de motivation en me disant je suis éligible au CIR et du coup, mon salaire coûte rien les 2 premières années. Si j'ai jamais vu ça de ma vie et si je connais pas du tout le dispositif de CIR,
suis même très content de l'apprendre comme ça, quoi. Mais je suis aligné sur le côté maladroit de faut pas envoyer un message en mode je suis gratuit, prenez-moi, etc. J'ai vu des perd le choses message. folles. Ouais, moi aussi. Et du coup, ce qui est intéressant là-dessus, c'est un argument, mais il faut pas que ça devienne le seul argument de votre candidature. Encore une fois, vous avez beaucoup d'armes à mettre en avant et je pense qu'on parlait tout à l'heure du réseautage. Le réseautage, c'est un mot un peu galvaudé qui veut dire beaucoup de choses, dans lequel on met beaucoup de choses. Mais contacter des recruteurs en individuel en leur expliquant avec un petit message rapide ce que vous faites et à quel crédit ils peuvent gagner, que le CIR peut être avantageux, etc. C'est quelque chose qui peut super bien marcher. En tout cas, c'est sûr que il y a les offres et après il y a aussi la chose dont on parlait pas tout à l'heure, mais qui est d'écrire directement aux recruteurs d'entreprise, qui est une manière aussi très efficace d'obtenir des bonnes réponses et des bonnes opportunités, quoi. Merci Kevin, c'est intéressant d'avoir ton avis, si on peut se tutoyer. Je pense à une petite anecdote en passant sur le sujet. On voit un des offres d'emploi où c'est marqué noir sur blanc, offre ouverte uniquement à des personnes qui n'ont jamais eu de CDI depuis leur thèse. Moi, ça me fait un peu grincer des dents parce que je suis peut-être un peu trop bisounours dans ma façon d'être, mais pour moi, l'entreprise, elle a un projet où je sais pas, il faut mettre quelqu'un dessus. Et pour moi, son devoir, ça devrait être d'abord de regarder les compétences pour avoir le meilleur candidat. Mais bon, voilà. Après, encore une fois, c'est incitatif, hein, c'est fait pour. Mais voilà, on part dans des considérations un peu particulières et voilà, il y a des petites choses comme ça qui se passent dès qu'il y a des mesures financières. Mais voilà, en tout cas, j'aurais pas avant de bien connaître mon métier, le dispositif, etc. J'aurais pas forcément et très naïvement d'ailleurs, avec le recul, soupçonné que ça pourrait se retrouver au stade des offres d'emploi. Après, tant mieux si ça aide les entreprises. D'ailleurs, je crois que c'est Marc qui a parlé de parachute tout à l'heure. Je suis très contente que le dispositif existe et puis d'aider les sociétés qui en tirent un réel bénéfice, une réelle aide précieuse. C'est très drôle parce que tu vois, ça montre à quel point t'as autant d'avis que de situations, mais nous typiquement on a une annonce qui dit jeune docteur seulement, quoi. Et le rationnel derrière ça, c'est que nous, on n'a pas beaucoup de moyens parce qu'on a 2 ans d'existence, une petite levée de fonds, et investir et développer la boîte, c'est super compliqué d'un point de vue de réseau. Et donc, du coup, c'est un énorme avantage pour nous de monter une équipe de jeunes docteurs qu'on encadre avec des profils très seniors qui sont capables de les faire, de les structurer, de les développer, etc. Mais ouais, tu vois, typiquement, c'est grâce à ça que on peut développer un avantage concurrentiel sur nos concurrents qui sont dans d'autres pays aujourd'hui, tu vois. Donc Non, mais tant mieux, je suis ravie d'aider. C'est fait pour, pour déclencher ce genre de cercle vertueux, j'en suis ravie. Voilà, après, c'est juste que quand. Je sais pas, j'ai du mal avec les choses qui ferment les portes à d'autres. Mais voilà, après, j'entends que certaines portes peuvent être fermées pour les docteurs et il y en a quelques-unes qui peuvent s'ouvrir avec des postes qui leur sont dédiés. Allez, prenons-les, faisons comme ça. Exactement. Ouais, non, merci beaucoup pour toutes ces discussions parce que c'est pas exactement pour ça que je vous ai invités tous les 4 parce que en fait vos points de vue sont complètement complémentaires et donc c'est toujours ce que j'essaye de faire en général dans les épisodes justement pour avoir une diversité de réponses, ce qui a amené un peu un débat, donc c'était super intéressant. Maintenant, je pense qu'on peut conclure l'épisode, mais du coup, je propose peut-être de conclure avec donc peut-être un conseil de chacun pour un doctorat en recherche d'emploi. Peut-être, donc voilà, Calvin, commençons par toi. Toi qui es déjà passé par la recherche d'emploi, qui a essuyé beaucoup de refus et qui a eu des petits problèmes, est-ce que toi déjà, tu as des conseils à donner, un conseil pour un doctorat en recherche d'emploi? En fait, s'il y a un conseil que moi je pouvais donner, c'est avec un peu de recul, j'ai pas suffisamment de recul, peut-être comme Delphine ou comme Marc, mais
Je pense que l'idée serait pour tout doctorant qui me dit, OK, j'ai envie de faire une thèse, c'est de définir déjà son projet d'après-thèse et de prendre conscience des réalités du terrain. Donc, échanger même avec ceux qui sont déjà en thèse actuellement pour qu'ils donnent un peu leur retour d'expérience par rapport à leurs petites expériences, justement. Bah, je pense que ça permet d'ouvrir un peu l'esprit et d'éveiller sur est-ce que faire une thèse me permettra réellement d'atteindre mon objectif professionnel ou alors c'est juste pour perdre du temps, voilà. Faut être bien sûr de ça au début, en fait. Moi, c'est ce que je regrette un peu par rapport à mon parcours. J'étais, entre guillemets, un peu naïf, mais quoique j'aurais quand même fait une thèse si je savais que j'étais au courant de ces réalités-là. Donc, faites très attention quand vous entrez en thèse. Renseignez-vous sur quels seront les débouchés par rapport à votre thématique, par rapport à votre projet professionnel. Ok, très intéressant. Ouais. Ouais, ça paraît logique quand même. Je trouve aussi que peut-être on se lance trop souvent dans des tests sans avoir une idée de ce qu'on va faire après, donc c'est un bon conseil. On peut passer à Kevin. Est-ce que tu aurais du coup, Kevin, un conseil de quelqu'un un doctorant qui cherche un emploi actuellement? Euh, Alors, je suis un ancien recruteur à mon compte et on parle, j'ai entendu beaucoup de fois parler des offres qui ne sont pas présentes sur les job boards ou en ligne. Et il y a quelque chose qui est pas souvent fait, mais c'est d'aller contacter directement des cabinets de recrutement spécialisés. Il en existe en fait, il en existe beaucoup, en fait, mais j'en connais 3-4 déjà, qui sont spécialisés dans le recrutement et le placement de jeunes docteurs et aussi de tels chiffres. Enfin, de chiffres, je sais pas comment on dit, pour bref, Oui, c'est ça. et de doctorants du coup. Et ces gens-là, ils ont une vue très précise du secteur, de la culture, etc. Et c'est généralement, enfin vous payez rien, eux ils vont réussir à vous placer et à prendre une commission sur ce placement et c'est hyper efficace et vous pouvez en plus totalement décrire quel est le type de culture que vous recherchez, le type de projet que vous voulez rechercher, etc. Et si ces recruteurs sont bons, bah en fait ils vous feront des intros aux bonnes boîtes, quoi. Donc c'est assez intéressant et c'est un effet vraiment multiplicateur. Vous expliquez une fois à quelqu'un ce que vous voulez et vous avez peut-être 5-6 opportunités qui vont tomber, quoi. Donc voilà. Très bon conseil. En fait, ça veut dire finalement sortir un peu du jeu en passant par un intermédiaire qui connaît plus le jeu que nous. Exactement. Et du coup, Marc, est-ce que toi, tu aurais un conseil pour les jeunes doctorants en recherche d'emploi? Alors, je pense qu'il y en aurait plein, mais je pense que le plus utile serait vraiment de travailler son mindset pour le coup et de se dire qu'est-ce qu'on veut et arrêter de se dire comment, pourquoi j'y arriverai pas, mais plutôt comment je vais y arriver. Et ensuite, peu importe le chemin que la personne prendra, étant donné qu'elle sera rentrée dans un état d'esprit de c'est faisable, elle trouvera sa porte. Que ce soit via une asso, via quelqu'un qui connaît le jeu mieux que nous, un accompagnement en ouvrant des vidéos YouTube, par le réseau ou en travaillant le CV. Mais c'est vraiment de se dire que c'est faisable de trouver un emploi parce que je pense que c'est la première barrière qu'on rencontre en fin de thèse, c'est nous-mêmes. Voilà. Je pense que c'est plutôt le mindset qui a travaillé en premier. Oui, oui, je pense que ça, je peux que te rejoindre. C'est clair que il faut se mettre dans la position de vouloir effectivement, c'est bon, rendre les choses concrètes, aider une entreprise et pas juste aller là-bas, enfin essayer d'aller vers l'industrie parce qu'on n'a plus de place dans l'académie, quoi. Il y a vraiment un mindset. Alors, je suis d'accord. Et enfin, on peut finir avec un conseil de Delphine. Ça va être dur, ils ont déjà tout dit. Et ben pour la peine, je triche et j'en donne 2, mais ouais, responsabilisez-vous. La confiance. Déjà évoqué ce côté, ce côté réseau, se former. J'ai envie de vous conseiller d'écouter des podcasts, mais du coup, si je le dis dans un podcast et que les gens n'écoutent pas, ils n'auront pas le conseil. Mais bref, si vous faites ça, vous avez raison, continuez. Et je vais terminer, de toute façon, peut-être un peu bizarre, mais avec un conseil technico-technique. En plus, c'est lié directement avec cette histoire de crédit impôt recherche. Toi, docteur qui cherche des sociétés où postuler, je t'invite à taper dans ta barre Google ou autre moteur de recherche liste agréments CIR. La liste des agréments CIR, c'est tous les prestataires de recherche et d'innovation de sociétés françaises qui déclarent le crédit impôt recherche. Là, vous allez télécharger un Excel avec des milliers ou des dizaines de milliers de lignes
et vous pourrez filtrer avec les infos qui vous intéressent, le domaine de recherche, la zone géographique, etc. Et voilà, identifier comme ça des sociétés. Quand j'ai découvert cette liste au début de mon poste, je me suis dit mais c'est incroyable, une espèce d'annuaire de sociétés qui font de la recherche. Alors il y a tous les domaines de recherche, hein, mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un outil super intéressant dont on ne parle pas assez. Voilà, donc j'en mets une couche. C'est super idée. Très, très bon conseil. Merci. J'ai pas forcément à rajouter sur le deuxième conseil que tu as donné, mais sur le premier, étant donné que j'étais dans le cas de personnes qui avaient difficulté à se responsabiliser pendant un temps. Je pense que j'avais confondu responsabilité et culpabilité. On n'est pas coupable de où on vient. Par contre, on peut prendre en main notre situation pour aller où on veut. Et je pense que c'est ce qui peut être un point à changer, c'est que se responsabiliser ne veut pas dire être coupable de la situation dans laquelle on se trouve. Et sur ces belles paroles de Marc, nous allons conclure l'épisode. Donc vous voyez à travers cet épisode que nous avons réussi quand même plus ou moins à mieux comprendre pourquoi c'est si difficile que ça de se valoriser quand on est en doctorat. Et on vous donne évidemment tout plein de conseils qui vont vous permettre de faciliter votre insertion dans l'industrie. Vous voyez, en fait, je pense que si vous prenez en compte tous les conseils qu'on vous a donnés dans cet épisode, vous devriez probablement trouver sans aucun problème en fait un poste dans l'industrie, parce qu'il ne faut pas croire, les entreprises savent très bien que les docteurs sont intéressants. Enfin, il y a quand même une bonne partie des entreprises qui le savent. En plus, il y a un crédit d'impôt recherche, et donc vous pouvez tout à fait le valoriser et en parler pour rendre encore plus intéressant votre candidature. Donc là, je pense que vraiment, vous avez tous les éléments grâce à cet épisode qui vont vous permettre de vous insérer dans l'industrie après la thèse, si c'est votre désir. Et sur ce, maintenant, je vous dis à la prochaine pour l'épisode de novembre. Salut! Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer un encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.